Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire consacré à la compréhension et à la mise en œuvre de l'identité nationale de santé, donc à destination des éditeurs de logiciels. Donc, pour rappel, le replay de ce webinaire vous sera envoyé par mail à son terme et mis en ligne très prochainement. Et pour ce qui est des questions que vous pourriez avoir, vous pouvez les poser dans l'onglet questions prévues à cet effet et nos intervenants y répondront dès que possible. Donc, je vous souhaite un bon webinaire à tous. Je vous cède la parole. Merci beaucoup Sarah et bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire sur la mise en œuvre de l'identité nationale de santé dans vos solutions. Aujourd'hui sont présents pour présenter ce webinaire moi-même Elsa Créache. Je fais partie de l'agence du numérique en santé et je suis responsable de mission entre autres sur le projet INS. Pour l'ANS, je suis accompagnée de Benoît Muller qui participe également et qui va notamment m'aider à répondre à vos questions. Est présent également Michael Tardif du GIE Sésame Vital. Lors de ces webinaires, nous avons régulièrement aussi la participation des représentants du Trois-Rives. Le Trois-Rives, c'est le réseau des référents régionaux en identito-vigilance, donc des experts de l'identito-vigilance. On vous propose lors du jour suivant pour ce webinaire, on va faire un rapide mot d'introduction. Ensuite, je passerai la parole à Michael qui vous présentera l'accompagnement qu'on propose aux éditeurs sur le sujet INS. Ensuite, on rentrera on essaiera de balayer ensemble un maximum des exigences nécessaires pour apporter une solution INS compatible. Donc, on va parler de la gestion des traits d'identité, de la gestion des statuts d'identité, de la diffusion de l'INS, de l'appel au téléservice INSI, que ce soit sur la partie récupération ou vérification. Et petite originalité de ce webinaire, en ce début d'année, on vous fait un petit retour aussi d'expérience sur le référencement Ségur des solutions, en essayant de vous mettre en évidence les points d'achoppement les plus courants qu'on a pu rencontrer jusqu'à présent. Alors, tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra au fil de l'eau et si besoin, on reviendra à l'oral aussi sur certaines questions posées à certains moments de la présentation. Alors, petit mot d'introduction déjà pour reparler des bases, rappeler ce que c'est que l'identité nationale de santé et pourquoi c'est important de mettre en œuvre cette identité nationale de santé. Donc, quand vous présentez, peut-être vous en tant que patient ou qu'usager, chez plusieurs professionnels différents, ceux-ci vont être amenés à vous identifier parfois de façon légèrement différente. Certains professionnels vont vous enregistrer dans leur système d'information sous votre nom de naissance. D'autres vont prendre votre nom d'usage, votre nom utilisé, celui d'époux ou d'épouse. Certains vont saisir tous vos prénoms, d'autres vont se contenter de saisir votre premier prénom, sans compter toutes les petites erreurs de saisie, de frappe qu'il peut y avoir quand on saisit des identités parfois un petit peu compliquées. Donc, de ce fait, quand les professionnels ont plusieurs identités différentes dans leur logiciel, il devient compliqué pour eux de rapprocher les données et d'en déduire que telle donnée de santé s'apparente bien à tel patient. L'objectif, grâce à la mise en œuvre de l'INS, c'est d'avoir une seule et unique identité partagée par l'ensemble des acteurs du monde de la santé, que ce soit dans le secteur sanitaire ou médico-social. Cette identité nationale de santé, cette INS, elle est composée de plusieurs traits. Elle est composée d'un numéro, le matricule INS. Je ferai une petite parenthèse sur ce numéro juste après. Elle est composée d'un identifiant technique que ne verront généralement pas les professionnels, mais que vous, en tant qu'éditeur, vous allez être amené à gérer. Cet identifiant, on l'appelle l'OID. Cette identité est composée aussi du nom de naissance, du ou des prénoms de naissance de l'usager, de sa date de naissance, de son sexe et du code INSEE qui correspond à son lieu de naissance. Le matricule INS, le numéro, qui est l'une des données fondamentales de l'INS, c'est le numéro qui nous est attribué à la naissance quand on est né en France ou qui nous est attribué au moment de notre immatriculation auprès des services de protection sociale quand on est né à l'étranger mais qu'on vient étudier ou travailler en France. Donc, globalement, tous les usagers du système de santé ou presque ont un matricule INS. Seuls les touristes, finalement les touristes de passage, n'ont pas de matricule INS. Donc cette INS, c'est bien l'ensemble de ces traits, le matricule, l'OID et les 5 traits classiques, nom de naissance, prénom de naissance, date de naissance, sexe et code lieu de naissance. Cette INS, elle provient bien des bases de référence de l'état civil, même si cette INS finalement va vous être mise à disposition par l'intermédiaire d'un téléservice
Donc, le téléservice s'appelle le téléservice INSI et il a été développé par la Caisse nationale d'assurance maladie, par la CNAM. Alors, l'INS, pour tous ceux qui ont lu la feuille de route du numérique en santé, ça fait partie des toutes premières mesures qui figurent dans cette feuille de route du numérique en santé. C'est l'un des référentiels socles de la feuille de route du numérique en santé. Et de fait, dans le cadre du programme numérique du Ségur de la santé, ça fait aussi partie des référentiels qui ont été largement repris. Alors, pour rappel, le volet numérique du Ségur de la santé a pour ambition en fait de faciliter l'échange et le partage de données de santé, compte rendu de radiologie, documents de sortie à l'hôpital, compte rendu de biologie, etc. Sachant que tous ces documents, dans le cas du Ségur, doivent être indexés, référencés sur la base de l'identité nationale de santé. Et le volet numérique du Ségur à ce jour concerne 6 secteurs d'activité, 6 couloirs: l'hôpital, la biologie, l'imagerie, la médecine de ville, les officines de ville et le secteur médico-social. En tant qu'éditeur, vous êtes concerné par ce volet numérique du Ségur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que des équipes qu'on a appelées les task force, une par couloir, se sont réunies, ont essayé d'identifier tous les freins à l'échange et au partage des données de santé actuellement. Sur la base de ces éléments-là, ont été rédigés ce qu'on appelle des DSR, des dossiers de spécification de référencement. C'est une forme de cahier des charges finalement, dans lesquels on liste toutes les exigences qui vont s'imposer aux éditeurs pour fournir des solutions dites Ségur. Sur la base de ces cahiers des charges, on va évaluer au niveau de l'ANS la conformité des solutions. Et si la solution est réputée conforme au cahier des charges, au DSR, alors la solution pourra être référencée Ségur et les clients de la solution n'auront pas à payer la montée de version de cette solution. L'éditeur sera directement financé par l'État. Et donc, si je vous parle de ce volet numérique du Ségur, c'est parce que l'INS en est une composante forte. Et donc, dans ces dossiers de spécification de référencement, vous allez retrouver finalement les 3 grandes familles d'exigences à mettre en œuvre. C'est ce qu'on appelle les 3 marches à franchir pour les éditeurs finalement pour être INS compatible. On va s'assurer que vous êtes capable d'appeler le téléservice INSI pour récupérer ou vérifier l'INS, ça c'est la base. Ensuite, on va vérifier qu'au-delà d'appeler le téléservice INSI, vous êtes capable de gérer correctement cette INS dans vos systèmes d'information en respectant les règles et bonnes pratiques d'identito-vigilance décrites dans le référentiel national d'identito-vigilance et également dans le guide d'implémentation INS. Et enfin, on va aussi s'assurer que vous êtes capable de diffuser l'INS, notamment en respectant les standards d'interopérabilité en vigueur. Donc, c'est sur ces 3 grandes familles d'exigences, finalement, qu'on va regarder la compatibilité INS de vos solutions. Après cette petite introduction, je passe la parole à Michael, qui va vous décrire tous les dispositifs d'accompagnement qui existent pour vous aider à rendre vos solutions INS compatibles. Merci Elsa. Donc, comme tu le disais, il y a 3 marches, 3 étapes, l'étape d'intégration, l'étape d'implémentation et l'étape d'évolution. Ces 3 marches, elles vont s'inscrire dans un processus global qu'on a découpé en 3 phases. Et la seconde phase, ça correspond à ces 3 marches-là. Alors, c'est pas forcément facile de s'y retrouver, soit parce que vous êtes nouveau dans le monde de la digitalisation, ou alors vous connaissez déjà les procédures qui sont en place, pour ceux qui ont déjà été autorisés au CNDA, mais vous avez besoin d'être régulier de temps à autre, regarder des nouveaux dispositifs. Et quels sont les accompagnements que nous, on a mis en place pour vous accompagner? Bien, le premier, c'est Genius. Alors, Genius, ça va être votre porte d'entrée. Ça va être votre table des matières pour votre livre INS. Alors, qu'est-ce que c'est Genius? Alors, concrètement, c'est un site web, tout simplement, disponible à l'adresse genius.isanté.fr, et il va vous proposer un certain nombre de services dans le but, comme je vous le disais, de vous accompagner, alors non seulement dans la mise en œuvre de l'INS, mais d'une manière plus générale dans la mise en œuvre de la e-santé. Alors vous allez pouvoir y retrouver notamment des parcours guidés, un point sur la réglementation de la e-santé,
ou encore une partie sur le financement. Et pour l'INS spécifiquement, donc un parcours guidé a été élaboré et je vais vous le décrire un petit peu maintenant. Il a été découpé en 3 phases. La première phase, qui est la phase préparatoire, où là, vous allez pouvoir prendre connaissance de la documentation socle et préparer votre environnement pour les développements. Ensuite, la seconde phase, qui est la phase de développement, qui va, elle, correspondre aux 3 marches que vous a présentées Elsa. Donc, l'implémentation, l'intégration et l'évolution des flux d'identité. Et puis ensuite, la dernière phase, la phase de déploiement de votre solution. Et chacune de ces phases, elles ont été découpées en étapes au sein de Genius. Et je vais vous montrer à quoi ça correspond exactement et comment vous allez pouvoir vous y retrouver sur l'étape sur Genius. Alors là, je vous ai mis des copies d'exemples pour une étape qui s'appelle 07. Je fais évoluer mon logiciel pour implémenter l'INS. Donc, vous allez retrouver cette description sommaire de l'étape. En haut, là, la nature de l'étape, savoir si c'est une étape technique, administrative, etc. Comme ça, vous allez être en capacité d'associer la bonne ressource de votre entreprise à cette étape, votre interlocuteur privilégié pour cette étape. Et ensuite, vous allez retrouver un lien vers le ou les documentations nécessaires à sa bonne réalisation. Ici, par exemple, ça va être la lecture du RNIV, du référentiel national d'identité-vigilance, qui va être nécessaire pour réaliser cette étape. Ensuite, toujours sur la partie Genius, vous allez aussi pouvoir avoir accès à des webinaires qui sont en lien avec cette étape. Et puis, vous allez avoir un lien direct, si vous avez besoin d'aide, vous allez avoir un lien direct vers le contact privilégié pour vous aider à réaliser cette étape. Donc, au final, c'est un site qui est assez complet, assez dense. Et pour vous y retrouver de façon encore plus simple, vous allez retrouver 2 éléments de synthèse qui me semblent intéressants et je vous les mettrai en avant. Le premier, c'est le parcours guidé INS. Donc, c'est un parcours guidé synthétique qui va vous relister toutes les étapes nécessaires à la bonne prise en compte de l'INS. Et puis l'autre partie, c'est un fichier Excel, une checklist des étapes à franchir. Ça va vous permettre de pouvoir noter toutes les choses que vous avez à faire et qui vous restent à faire. Voilà, alors j'ai vu qu'il y avait des questions. Je ne sais pas si on continue la présentation ou si on fait une petite pause. Peut-être continuer et puis on verra après. Oui, oui, pas de problème, on répond en direct aussi dans le chat. Non, super. J'entends que ça bip à côté de moi. Là, je voulais juste vous faire un petit focus sur les 3 phases, les 3 différentes phases. Donc, sur la phase préparatoire, excusez-moi. Sur la phase préparatoire, le JE et l'ANS, nous, on va vous accompagner afin de vous éclairer le mieux possible sur le choix des technos que vous voulez mettre en place, les architectures logicielles que vous pouvez aussi mettre en place, et puis éventuellement sur la priorisation des chantiers, alors notamment avec une mise en place du TMP ou des choses comme ça, ou alors l'implémentation de l'INS et l'appel au téléservice. Une fois que vous aurez établi votre roadmap, vous allez pouvoir passer à la phase de développement. La phase de développement, un point d'entrée unique, le centre de service du JE Sésame Vital, qui va assurer le support aux 3I. Donc, quand je dis 3I, c'est implémentation, intégration et l'interopérabilité. Voilà, je vous ai mis l'adresse mail ici. Ils sont aussi disponibles par téléphone au 02 43 57 42 88, mais vous retrouverez tout ça plus tard dans la présentation. Donc j'en parle très rapidement. Et puis vous allez pouvoir aussi retrouver une FAQ sur l'espace industriel. Qui reprend les principales questions que nous ont posées les éditeurs sur cette phase. Voilà. Donc, je vous le rappelle, le centre de service, vous n'hésitez pas, surtout ils sont là, ils sont à votre disposition pour vous aider lors de cette phase de développement.
Et puis ensuite, pendant la phase de déploiement, alors le GIE va produire des indicateurs de déploiement du téléservice. Par mois, vous aurez le nombre d'appels, soit par type de PS, soit par logiciel, soit par département. Ces indicateurs sont disponibles sur le site web du GIE et aussi sur data.gouv.fr. En plus, le GIE assure du support en cas d'anomalie terrain, donc du support à la production, que ce soit des anomalies techniques ou fonctionnelles. Et puis aussi, on fait une veille de la qualité de service de votre logiciel, c'est-à-dire qu'on va analyser les erreurs qui sont rencontrées par vos logiciels, et puis si on voit qu'un logiciel produit trop d'erreurs spécifiques, vous serez contacté soit par notre service relations industrielles, soit par notre équipe de support, et on vous accompagnera pour mener à bien les actions correctrices à mettre en place pour améliorer la qualité de service. Voilà, donc si je résume, vous avez 3 phases. Vous avez un accompagnement des conjoints du GIE et de l'ANS, un point d'entrée unique pour vos questions sur les 3 intégrations, implémentation et interopérabilité, qui est le centre de service du GIE Césame Vital. Et puis, pour vous y retrouver dans tout ça, surtout, n'hésitez pas à aller consulter Genius et à aller télécharger les 2 documents dont je vous ai parlé. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Je vais maintenant laisser la parole à Elsa, qui, elle, va vous parler de la gestion des traits d'identité. Oui. Et avant de rentrer dans la gestion des traits d'identité, je réitère ce que vient de dire Mickaël. Vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter pour toute question sur l'INS. Ça fait déjà un an et demi maintenant. Je pense qu'on accompagne régulièrement les éditeurs qui le souhaitent pour répondre aux questions, aider, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter. Alors, la gestion des traits d'identité. Donc là, on commence on rentre dans le corpus documentaire INS et dans donc les exigences que vous devez prendre en compte. Alors, premier point à avoir à l'esprit, voici la liste des données en fait que tous les logiciels, quel que soit leur statut, doivent être en mesure de gérer. Donc, tous les champs que vous devez prévoir dans vos logiciels pour gérer les identités. Avec l'arrivée de l'INS, vous devez avoir un nouveau champ qui s'appelle matricule INS et un champ OID pour gérer ces 2 données relatives à l'INS. Vous devez aussi gérer un certain nombre de traits stricts, le nom de naissance, la liste des prénoms de naissance, le premier prénom de naissance, la date de naissance, le sexe et le lieu de naissance. Vous voyez d'ores et déjà dans la liste des traits stricts, on a 2 champs relatifs aux prénoms. Je reviendrai un tout petit peu plus tard sur le pourquoi de ces 2 champs. En plus de ces traits stricts qui composent la base d'une identité, vous devez gérer 2 traits complémentaires à minima, que sont le nom utilisé et le prénom utilisé. Dès que possible, ces champs-là vont devoir être remplis avec les traits officiels de la personne à l'état civil, c'est-à-dire par les traits qui vont vous être retournés par le téléservice INSI. Alors, pardon, j'ai pas passé la bonne page. Si on fait un petit focus justement sur la gestion des noms et prénoms, parce que vous voyez que ça revient à plusieurs endroits dans les traits stricts, dans les traits complémentaires. Donc, si on s'arrête déjà sur les prénoms, alors vous avez 3 champs prénoms. Un champ qui s'appelle prénom de naissance ou liste des prénoms de naissance. Cette liste des prénoms de naissance, elle est généralement retournée par le téléservice INSI qui connaît l'ensemble des prénoms de naissance de l'usager. On peut aussi imaginer que ce champ prénom de naissance soit éventuellement complété par l'agent ou le professionnel de santé qui récolte l'identité de l'usager. Ce champ-là, par contre, n'est pas strictement obligatoire pour pouvoir créer une identité. En revanche, le champ suivant, le champ qui s'appelle le premier prénom de naissance, lui, c'est un champ que l'agent ou le professionnel de santé va devoir remplir obligatoirement pour pouvoir créer une identité. Ce champ premier prénom de naissance, en fait, n'est pas retourné directement par le téléservice INSI. On peut indirectement le déduire du téléservice INSI, mais comme le téléservice, lui, retourne une liste des prénoms de naissance, dans cette liste, il ne fait pas la distinction entre quel est le premier prénom et quels sont les prénoms suivants.
Alors pourquoi avoir mis ce champ premier prénom de naissance en plus de la liste des prénoms? Ça, c'était une demande, enfin, on y a un petit peu réfléchi évidemment avant d'imposer ce champ-là, mais ça nous a été demandé notamment pour éviter les rejets interapplicatifs quand certains logiciels ne sont pas forcément en capacité de revoir des listes de prénoms longues en fait. Donc pour faciliter la partie interopérabilité notamment, il a été fait le choix de conserver ce champ premier prénom de naissance. À ces deux champs qui sont relatifs au prénom officiel de l'usager tel qu'ils existent à l'état civil, on a rajouté un champ qui s'appelle prénom utilisé et dans lequel les professionnels, les agents vont pouvoir saisir le prénom qui est porté par l'usager dans sa vie de tous les jours. Ça nous a paru important de prévoir ce champ-là, même si son recueil est complètement facultatif, pour pouvoir faciliter la relation soignant-soigné. C'est vrai que quand un individu se présente à l'hôpital, si dans la vie de tous les jours, tout le monde l'appelle par l'un de ses prénoms qui n'est pas son prénom officiel, ça peut être un peu gênant que les soignants ne connaissent pas ce prénom-là sous lequel l'usager estime être connu. Donc c'est pour ça qu'on a ces trois champs prénoms. Petite précision, et vous verrez que ça a fait souvent l'objet de remarques dans le cadre du référencement Ségur. Le téléservice INSI vous retourne deux balises prénoms, l'une qui contient la liste des prénoms de naissance, donc qui correspond à la première ligne du tableau que vous voyez à l'écran. Et pour l'instant, vous retourne aussi une balise qui s'appelle prénom et dans laquelle on a un prénom d'usage, en fait un prénom qui a été recueilli par l'assurance maladie, mais qui n'est pas forcément un prénom officiel de l'usager. Et donc, on vous demande bien en tant qu'éditeur dans le guide d'implémentation d'ignorer cette balise-là. Et d'ailleurs, d'ici quelques mois, parmi les évolutions du téléservice, cette balise ne sera tout simplement pas renseignée à terme. Même chose sur les noms. Donc vous avez vu qu'on a deux champs de noms, nom de naissance et nom utilisé. Le nom de naissance, c'est une donnée qui est indispensable pour pouvoir créer une identité, donc son recueil est obligatoire. Le nom de naissance peut être alimenté soit par retour du téléservice INSI, soit sur la base de la saisie de la personne qui crée l'identité. Le nom utilisé, à l'inverse, lui, n'est pas obligatoire et là aussi peut être recueilli pour faciliter le dialogue entre la personne soignée et le soignant. Et ce nom utilisé n'est pas retourné par le téléservice INSI puisque pas connu dans les bases de l'état civil, dans les bases officielles de référence. Un petit focus sur le format de ces différentes données. Jusqu'à présent, avant la publication du nouveau référentiel national d'identité-vigilance, les règles de saisie indiquaient que pour les noms et prénoms, il ne fallait pas saisir les tirets et les apostrophes. Ça, c'est une règle qui a évolué puisque les bases officielles de l'état civil connaissent les tirets et apostrophes. C'est désormais des caractères qu'on peut retrouver dans les noms et prénoms. Par contre, ils restent saisissables en majuscules, on n'accepte pas les accents, on n'accepte pas les signes diacritiques, les saisies, etc., etc. Donc, ces règles-là n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est le tiret apostrophe qui n'était pas accepté jusqu'à présent et qui l'est désormais. Sur les prénoms de naissance, jusqu'à présent, les agents, les professionnels avaient l'habitude de saisir souvent uniquement le premier prénom de naissance, là où désormais le téléservice INSI va retourner une liste des prénoms séparés par un espace dont on peut indirectement déduire le premier prénom, mais qui devra être ensuite confirmé par la personne qui crée l'identité. Sur la date de naissance, jusqu'à présent, les dates avec des valeurs exceptionnelles, c'est-à-dire des jours non compris entre 1 et 31, des mois non compris entre 1 et 12, n'étaient pas acceptés. Là, sachez que INSI, temporairement en tout cas, va pouvoir vous retourner des dates de naissance avec des 00, parce que parfois à l'état civil, des dates de naissance avec 00, mois, année, ça existe. Donc, vous pourrez les voir apparaître en retour du téléservice, mais la consigne qu'on donne aux éditeurs, c'est de ne pas intégrer l'INS quand INSI retourne ce genre de date de naissance. Parce que, évidemment, dans les logiciels, on ne sait souvent pas gérer des dates avec ce type de valeurs-là. Sur le sexe, il est possible de saisir une valeur I pour indéterminé. Par contre, sachez que le téléservice INSI ne vous retournera jamais cette valeur. Dans INSI, les individus sont soit de sexe masculin, soit de sexe féminin, mais la valeur I n'est pas transmise à l'état civil. Sur le lieu de naissance, jusqu'à présent aussi, les habitudes étaient de saisir le code postal du lieu de naissance, là où ce que va retourner le téléservice, c'est le code INSEE du lieu de naissance. C'est deux codes différents.
Alors, ces règles-là sur les formats de données ont un impact sur la recherche d'antériorité, puisque les règles ont un petit peu évolué sur les tirets apostrophes. Ce qu'on vous demande en tant qu'éditeur, c'est que la recherche d'antériorité soit insensible au tiret apostrophe. C'est-à-dire que si le patient est connu avec un tiret enfin sans tiret, sans apostrophe dans la base, et que l'usager le cherche avec son tiret apostrophe, il faut que tout ça puisse être retourné par la recherche d'antériorité. De la même façon, puisque jusqu'à présent, les champs nom prénom de naissance versus nom prénom d'usage ou nom prénom utilisé se faisaient parfois assez indistinctement par les professionnels. Ce qu'on vous demande en tant qu'éditeur, c'est là aussi d'être insensible à cela quand vous faites une recherche d'antériorité. Dernier élément de focus aussi sur l'accès aux données. Mais là, il n'y a rien de très spécifique à l'INS. Finalement, on ne fait que reprendre les règles du RGPD. Selon le RGPD, tout accès à une donnée personnelle, tout accès à une donnée à caractère personnel doit être tracé. C'est d'autant plus vrai pour l'INS, puisque c'est une donnée à caractère personnel, avec en plus une donnée relativement sensible qui est le matricule INS. De la même façon, puisque le téléservice INSI est un téléservice qui donne accès à des données à caractère personnel, tout accès à ce téléservice doit pouvoir être tracé. Et de la même façon, l'accès aux données doit être réservé à des personnes habilitées. C'est vrai donc a fortiori pour l'INS et pour le téléservice INSI. Donc il faut bien veiller à bien sécuriser, à bien tracer les accès et à bien sécuriser les habilitations dans le cadre du projet INS. Alors, avant de passer à la partie sur les statuts d'identité, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions qui sont tombées dans le chat. Je crois que Benoît, je t'ai vu répondre à la plupart d'entre elles. Est-ce qu'il y en a l'une ou l'autre sur laquelle il faut revenir à l'oral ? Alors, je regarde si j'ai répondu à tout. Oui, on me posait des questions sur les tildes, notamment pour les noms espagnols ou des choses comme ça. Alors, en effet, ça n'apparaît pas au niveau du téléservice INSI, et donc de fait, vous n'allez pas avoir un retour du téléservice INSI avec ces données-là. Oui. Au niveau des données, il y a eu pas mal de questions sur les données en entrée ou sur la récupération en masse des INS. Donc, la récupération en masse des INS n'est pas possible. C'est vraiment au fil de l'eau et c'est à relier avec la prise en charge du patient. Par contre, l'opération de vérification en masse, l'opération de vérification, il y a une fonctionnalité en masse. Donc ça, vous pouvez le faire vraiment pour toute votre base, avec la contrainte suivante, c'est qu'il faut déjà avoir récupéré l'INS. Donc en entrée de ce service-là, il va falloir lui fournir le matricule INS plus l'OID, ainsi que les traits à minima, qui marchent aussi pour l'opération de récupération, donc à savoir un des prénoms, le nom de naissance, le sexe et la date de naissance, avec l'ensemble de la liste des prénoms et le code lieu de naissance en code INSEE, qui sont des critères facultatifs. Ok, merci Benoît. Alors, sur les statuts de l'identité, donc une identité dans le système d'information va pouvoir avoir plusieurs statuts en fonction du degré de confiance qu'on peut lui accorder. Donc, on a 4 statuts. Le premier statut qui correspond au plus bas niveau de confiance, c'est le statut identité provisoire. Une identité provisoire, c'est une identité qui ne provient pas des bases officielles de référence, donc qui n'a pas été transmise par le téléservice INSI, et qui, en plus de ça, n'a jamais pu être vérifiée par ce qu'on appelle un dispositif à haut degré de confiance. Donc, un dispositif à haut degré de confiance, c'est quoi ? C'est soit la carte d'identité de l'usager, son passeport ou son titre de séjour, et peut-être à terme aussi, on pourra avoir dans les dispositifs à haut degré de confiance les dispositifs d'identification électronique de niveau substantiel et DAS. Une identité récupérée, c'est une identité qui provient des bases de référence, donc qui provient du téléservice INSI, mais là encore pour laquelle on n'a pas pu vérifier cette identité avec un titre d'identité à haut degré de confiance. L'identité validée, c'est l'inverse. On a pu vérifier l'identité sur la base d'une carte d'identité, d'un passeport ou autre. En revanche, pour tout un tas de raisons, on n'a pas pu faire appel au téléservice INSI, et donc on n'est pas complètement sûr que l'identité correspond aux traits tels qu'ils existent dans les bases de référence. Et l'identité qualifiée, c'est par contre
le plus haut degré de confiance qu'on peut accorder à une identité. C'est une identité qui a à la fois été vérifiée sur la base d'un dispositif à haut degré de confiance et qui provient du téléservice INSI et qui est donc l'image fidèle de ce qui existe dans les bases de référence de l'état civil. Par rapport à ces 4 statuts, on a pu rajouter aussi des attributs complémentaires qui permettent de toper des identités comme étant douteuses. Donc, par exemple, l'usager pour lequel on soupçonne une usurpation d'identité, ou l'usager qui décline une identité mais qui est dans des conditions où on n'est pas bien sûr de ce qu'il dit, etc. On peut aussi avoir un attribut pour toper les identités fictives, les identités qu'on crée par exemple pour garantir l'anonymat de la personne notamment. Et on peut avoir un attribut aussi pour toper les identités homonymes, c'est-à-dire les identités qui sont extrêmement proches, même nom, même prénom, une date de naissance proche, etc. Et donc pour lesquelles il pourrait y avoir un risque de confusion entre 2 usagers. Donc, si on a créé ces statuts d'identité, l'idée c'est que derrière, c'est parce qu'on a des règles de gestion un petit peu différentes en fonction du statut. S'il y a une règle à retenir, c'est peut-être celle qui suit, à savoir que tant que l'identité n'est pas au statut identité qualifiée, vous ne pouvez pas diffuser le matricule INS, donc le numéro, et l'OID associé. Ces 2 données ne peuvent être véhiculées que si l'identité est au statut identité qualifiée. Pourquoi ? C'est tout simplement pour éviter que le matricule INS, qui est quand même un signe fort, un signe distinctif fort entre les usagers, puisse être affecté à une personne dont l'identité n'est pas à un haut degré de confiance. Autre règle de gestion sur les modifications. À partir du moment où une INS a été collectée à partir du téléservice INSI, c'est-à-dire lorsqu'elle est au statut soit identité qualifiée, soit identité récupérée, on n'est pas censé toucher au contenu de cette identité INS. Donc, on ne touche pas au matricule, on ne touche pas à l'OID, on ne touche pas au nom de naissance, au prénom de naissance, à la date de naissance, au sexe et au lieu de naissance, puisque c'est censé être le reflet des bases de l'état civil. Si jamais, pour tout un tas de raisons, vous êtes amené sur une habilitation spécifique, par exemple, à modifier cette INS, par exemple, parce que vous avez un doute finalement sur l'identité de l'usager ou autre, sachez que cette modification aura une répercussion tout d'abord sur le statut d'identité. Le statut va de fait va être rétrogradé au niveau inférieur. Donc, si l'identité était initialement au statut identité qualifiée, elle va être déqualifiée, elle va passer au statut identité validée, voire provisoire. Par ailleurs, le matricule INS et l'OID, du fait de cette déqualification de l'identité, va être invalidé. Et toutes ces modifications-là devront bien évidemment être propagées dans les éventuels logiciels aval connectés au système d'information. Petit focus sur le statut identité qualifiée et en particulier sur sa transitivité. On a souvent des questions sur ce point-là. Donc, par exemple, dans le cadre hospitalier, quand on a un logiciel, le logiciel souvent de gestion administrative du patient qui collecte l'identité et en particulier l'INS, lorsque ce logiciel va envoyer l'INS à un autre logiciel de l'hôpital, par exemple le dossier patient ou le logiciel de bio ou de radiologie, l'identité, elle reste au statut qualifié. Le DPI qui reçoit l'identité ou le logiciel de radio ou de biologie n'a pas à requalifier l'identité, donc n'a pas à revérifier l'identité de l'usager, n'a pas à rappeler le téléservice INSI. On part du principe que tant qu'on est dans le même domaine d'identification, dans la même structure, en fait, le statut qualifié est transitif d'un logiciel à l'autre. En revanche, cela n'est pas vrai à partir du moment où on sort du domaine d'identification. Donc, par exemple, un INS réputé qualifié par un établissement de santé, lorsqu'il va être reçu par un médecin de ville, le médecin de ville va, lui, devoir le requalifier. Donc, il va devoir faire l'appel au téléservice et vérifier l'identité de l'usager sur la base d'un dispositif à haut degré de confiance. Alors, pourquoi on a fait ça ? C'est parce qu'en fait, quand on est dans des domaines d'identification différents, c'est très difficile d'avoir la certitude que celui qui nous envoie la donnée de santé a bien fait le processus de qualification. Donc, chacun à son niveau doit requalifier l'identité. Il y a juste une exception à cette règle qui veut que le statut qualifié de l'INS n'est pas transitif d'un domaine d'identification à l'autre. C'est le cas où le récepteur finalement n'a pas vocation à voir lui-même et à prendre en charge lui-même l'usager. Donc, on pense essentiellement au laboratoire, par exemple, qui effectue de la sous-traitance. Dans ce cas-là, le laboratoire sous-traitant, il n'a pas le choix que de faire confiance à l'identité qui lui est envoyée par son client. Et donc, lui, il peut considérer comme qualifié l'INS transmise par l'émetteur. Mais c'est l'une des rares exceptions. Et cette exception est d'ailleurs
je ne rentre pas dans le détail ici, mais doit être encadré aussi d'un point de vue identito-vigilance, avec notamment un contrat de confiance entre les deux interlocuteurs. Alors, même chose, je prends peut-être une toute petite respiration et on regarde les éventuelles questions qui ont été posées dans le chat. Benoît, je reviens vers toi aussi pour savoir s'il y a un zoom à faire sur l'une ou l'autre des questions. Oui, peut-être. Alors peut-être juste, il me semblait que c'était dans une slide, mais elle apparaît peut-être plus tard. C'est lister les pièces à haut niveau de confiance. Alors, on a la carte nationale d'identité, le passeport pour les étrangers, du coup, on a le titre de séjour. Pour les mineurs, on a l'extrait d'acte de naissance, mais qui est suivi aussi des documents d'identité du responsable légal. Est-ce que j'ai fait le tour? Et on a les cartes d'identité aussi pour les membres d'un pays de l'Union européenne. Donc, carte d'identité espagnole, carte d'identité italienne, etc. etc. Je crois que… Oui, effectivement, je l'ai plus j'ai pas forcément remis dans ce support-là, mais Et je vais remettre de toute façon le le paragraphe Super. du référentiel national d'identité-vigilance avec ces données-là. Et on a eu la question aussi pour est-ce que les demandeurs d'asile ou les apatrides ou des choses comme ça, là, on est sur des cas spécifiques où on n'a pas d'INS du coup. Hein. Et l'INS, le matricule INS commence uniquement par un ou deux, qu'il s'agisse d'un NIR ou NIA. Et lorsqu'on est sur un étranger, exemple typique, le touriste de passage qui est en France et qui a besoin de consulter un professionnel de santé, lui, il n'aura pas de matricule INS et donc d'identité nationale de santé. Alors, on réfléchit pour les populations, typiquement demandeurs d'asile, les patients qui sont dans ces cas de figure-là. C'est pas impossible qu'à terme, on ait un numéro qui permette de les identifier, de leur attribuer une INS. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a aucun texte réglementaire qui nous permet de le faire. Et d'un point de vue identito-vigilance, ça pose quand même un certain nombre de questions parce que ces identités sont parfois pas complètement fiables. On n'a pas forcément de papiers d'identité qui ont permis de créer ces identités. Donc c'est vrai que ces patients-là n'auront pas d'INS. Et du coup, finalement, on continue à gérer leurs données de santé comme on le fait d'ores et déjà aujourd'hui avec les traits d'identité dont on dispose. Encore une fois, l'absence d'INS n'empêche pas l'échange et le partage de données de santé, n'empêche évidemment pas la prise en charge de l'usager, mais c'est vrai que ça rend le rapprochement des données de santé plus compliqué. Alors justement, ça fait peut-être la transition avec la diffusion de l'INS. Alors, quand vous voulez diffuser une donnée de santé, il y a un certain nombre de données qui doivent impérativement apparaître sur la donnée de santé au niveau de l'identité. Donc, il y a le matricule INS suivi de sa nature. La nature de l'INS, c'est NIR ou NIA, et je me rends compte qu'on n'a pas… En introduction, j'ai peut-être oublié de refaire cette petite précision. Le matricule INS, il peut avoir deux natures. Soit c'est un NIR, c'est-à-dire que c'est un numéro définitif, c'est le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques, donc dans les bases de référence. Soit pour les étrangers, il y a un petit délai en fait entre le moment où on demande l'immatriculation et le moment où celle-ci est officiellement validée. Il peut y avoir quelques mois qui s'écoulent et durant ce délai d'immatriculation, l'usager il n'a pas un numéro définitif, il a un numéro provisoire qu'on appelle le numéro NIA, donc ce qui veut dire numéro identifiant attente. Donc, quand on va diffuser la donnée de santé, on va mettre le matricule INS entre parenthèses. On va mettre si c'est un NIR ou un NIA. Qu'est-ce qui vous permet de savoir que c'est un NIR ou un NIA? C'est là où le OID dont je parlais un peu plus tôt entre en jeu quand ces données-là ont un OID différent. Donc, il y a un OID spécial NIR, un OID spécial NIA qui permet d'en déduire la nature du NIR, du matricule INS, pardon. Donc, au-delà du numéro du matricule INS suivi de sa nature, doivent apparaître impérativement les données suivantes, le nom de naissance, le premier prénom de naissance, la date de naissance et le sexe. Par rapport à toutes les données que j'évoquais un peu plus tôt, vous n'êtes pas obligé sur une donnée de santé de faire apparaître l'ensemble des prénoms de naissance. Seul le premier prénom de naissance est nécessaire. De la même façon, tout à l'heure, dans les traits obligatoires à recueillir, on avait le lieu de naissance. Sachez qu'il n'est pas obligatoire de diffuser sur la donnée de santé le code du lieu de naissance. C'est mieux si ça apparaît, mais cet affichage est malgré tout facultatif. Pour diffuser l'INS, il y a deux possibilités. Soit la donnée de santé est diffusée sous format informatisé, et auquel cas l'INS va être transmis sur cette donnée informatisée
et va s'intégrer finalement aux standards d'interopérabilité décrits dans le cadre dans le C6, le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information en santé, pardon. Donc dans ce document, on a repris les différents standards et on a précisé à quel endroit il fallait faire apparaître les données relatives à l'INS. Donc à quel endroit on stockait le matricule INS, à quel endroit on mettait le nom de naissance par rapport au nom utilisé, etc. Donc la mise en œuvre de l'INS nécessite de faire évoluer les standards et les flux d'échange des données de santé. Parallèlement à ça, on a encore malgré tout des documents de santé et des données de santé qui ont vocation à être édités, à être imprimés. Et dans ce cas-là, ce qu'on demande, c'est que l'INS apparaisse en clair, c'est-à-dire en toutes lettres, entre guillemets, et également sous la forme d'un data matrix, d'un QR code, pour lequel vous avez une spécification qui a été rédigée par l'ANS, et depuis peu, on vous met à disposition aussi un validateur, donc dans lequel vous pouvez insérer le data matrix que vous avez développé, et on vous dit s'il est conforme ou pas à la spécification. On a mis ici à titre d'exemple le cartouche que vous pourriez apposer sur toutes les données de santé que vous produisez. Alors celui-là, il est donné à titre indicatif sur la forme. Vous pouvez donner la forme que vous voulez. Là, c'est une suggestion d'affichage, mais vous le faites comme vous le souhaitez. Par contre, vous devez bien respecter les données qui apparaissent là et qui doivent apparaître. Donc, vous devez bien mettre, comme je l'ai dit juste avant, le nom de naissance, à minima le premier prénom de naissance, la date de naissance, le sexe, le matricule INS, sa nature, NIR ou NIA, et éventuellement le lieu de naissance. En dessous, vous voyez peut-être, c'est très petit sur cette diapositive, mais vous voyez en dessous un petit, je fais un aparté, il y a une petite ligne aussi sur l'adresse de messagerie sécurisée de l'usager. Comme vous le savez peut-être, dans le cadre de la mise en œuvre de Mon Espace Santé, le futur espace numérique de l'usager va pouvoir bénéficier d'une adresse mail sécurisée. Et cette adresse mail, elle va être constituée sous la forme matriculins@patient.mssanté.fr. Donc, c'est vrai que l'INS va aussi servir finalement à constituer cette adresse de messagerie citoyenne. Et c'est un autre usage de du matricule INS. Alors maintenant, avec Mickaël, on va refaire un focus sur le téléservice INSI. Donc, Mickaël va vous rappeler le fonctionnement du téléservice INSI. Et ensuite, je reprendrai la parole pour vous expliquer dans quel cas d'usage on se retrouve à appeler le téléservice INSI en récupération ou en vérification. Je te laisse la main, Mickaël. Merci Elsa. Donc, avant de vous présenter le téléservice, je souhaitais vous faire une rapide présentation de DESIR. Alors DESIR, ça signifie dispositif d'exploitation des systèmes interrégimes. Et c'est une infrastructure qui est mise en œuvre par l'assurance maladie pour le monde de la santé. Et elle va permettre l'accessibilité via des téléservices à des services tels que INSI, comme on l'a dit, mais vous pouvez aussi avoir de la déclaration du médecin traitant ou encore l'arrêt d'avis de travail. Vous, en tant qu'éditeur, vous allez pouvoir intégrer ces appels dans votre logiciel directement. Et pour que l'intégration puisse se faire, je voulais vous faire un rapide descriptif des contrôles qui vont être effectués par DESIR pour que vous puissiez comprendre vraiment pourquoi vous mettez en œuvre un certain nombre de choses. D'abord, d'un point de vue fonctionnalité, DESIR, il permet de tracer l'identité des utilisateurs. C'est-à-dire, avec DESIR, on va savoir quel utilisateur s'est connecté au service. Alors ça, c'est important. D'abord, ça va nous permettre à terme, ça va permettre à la DNS à terme d'activer les financements Ségur. Ça, on y reviendra un peu plus tard. Et puis, ça permet aussi, de façon plus globale, de faire des statistiques d'usage. Compter le nombre d'utilisateurs qui utilisent le service. DESIR, parmi les fonctionnalités qu'il met en place, alors Elsa, on a parlé un tout petit peu tout à l'heure, ça va permettre de gérer l'authentification des utilisateurs selon la PGSSI de santé et de contrôler qu'un utilisateur est bien appelé le téléservice.
Et puis enfin, il va aussi implémenter des contrôles au regard des logiciels métiers, c'est-à-dire un logiciel, on va contrôler qu'un logiciel a le droit d'appeler le téléservice, et ce droit est donné par le CNDA. Tous ces contrôles, toute cette interopérabilité, elle est portée par un cadre qui est nommé le cadre d'interopérabilité des télésites AMO. Donc c'est un volet du CISIS dont parlait Elsa tout à l'heure. Ce cadre spécifiquement, il est disponible sur le site industriel du JE, et il permet du coup de garantir le respect des normes et des standards des web services. Et puis, il décrit aussi la structure des échanges. Alors, les échanges SOAP. J'ai un petit souci. Voilà. Alors, donc, on est sur la norme Web Service Interopérabilité Organisation. Donc, c'est les standards qui sont définis par la WSI. Dans le cadre d'Interop, vous allez retrouver la structure des échanges SOAP, c'est-à-dire les contenus des entêtes XML, la structure des requêtes et puis les réponses SOAP reçues. Et enfin, il décrit un certain nombre des mécanismes de sécurité à mettre en œuvre. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment les principes généraux, les contrôles que met en place Désir qui sont décrits dans le cadre d'Interop. Alors, plus spécifiquement pour le téléservice INSI, quels sont les modes d'authentification qui sont mis en place? Donc, il y en a deux qui sont possibles. Le premier, c'est par CPX nominative. Nominative, hein, c'est important. Hein. Les CPX anonymes ne peuvent pas accéder au téléservice. Vous aurez des erreurs. Alors, concrètement, comme c'est Désir qui fait ce contrôle, sur le terrain, vous aurez des erreurs Désir 560 qui va vous indiquer que l'utilisateur n'a pas le droit de se connecter au téléservice. Et puis, l'autre mode d'authentification qui est proposé pour INSI, c'est une authentification par certificat personne morale, qui lui exploite le mécanisme d'authentification TLS mutuelle. L'autre, le contrôle sur le CPX nominative, il est effectué avec une assertion qui est générée à partir des éléments cryptographiques de la carte. Voilà. Donc, ces deux modes d'authentification, ils sont délivrés par les services de l'ANS, que ce soit la CPX ou le certificat de personne morale. Alors ça, on était sur l'identification de l'utilisateur. Sur l'identification du logiciel, eh bien, c'est le contexte LPS qui va véhiculer toutes les informations d'identification du logiciel. Donc, le contexte LPS est une partie de la requête qui sera envoyée à Désir. Voilà. La description, je vous en ai mis une copie d'écran ici, mais vous la retrouverez dans le cadre d'interopérabilité. Et ici, un point particulier, vous avez l'identifiant du logiciel qui est véhiculé dans la balise IDAM. Et ça, c'est le CNDA qui vous fournira cet identifiant. Donc, vous aurez un identifiant pour la plateforme de test et puis un identifiant pour la plateforme de production. Voilà, donc CNDA, Centre National de Dépôt d'Agrément. C'est une entité de la caisse de Clermont-Ferrand. Voilà. Ils sont basés à Montpellier. Je vous dis ça si jamais vous pouvez vous déplacer à Montpellier pour faire les tests. Les tests et profiter du beau temps. Alors les tests sont aussi disponibles à distance hein, pour obtenir l'autorisation. On parle d'autorisation sur le CNR. Sur les téléservices, pardon. Un point, le dernier point que je voulais voir avec vous là-dessus, c'est l'identification de l'utilisateur par CPX. Donc, si vous mettez un bon utilisateur, ça va permettre de faciliter, de faire des rapprochements et de faciliter le financement Ségur derrière. Comment est-il véhiculé? Il est véhiculé dans l'assertion PS dans un champ qui s'appelle identifiant de facturation. Comment le renseigner? Eh bien, c'est soit le finesse géographique, si c'est un établissement qui appelle le téléservice. Si c'est des PS libéraux, on vous demande de renseigner ce champ par le numéro d'assurance maladie. Après, nous, ça nous permet de faire des rapprochements avec nos bases de référence.
Voilà pour les différents identifiants que vous allez devoir véhiculer dans vos flux. Maintenant, on va vous mettre tout un tas d'outils à votre disposition pour vous aider à développer le téléservice. Non, excusez-moi, j'avais oublié cette partie. L'authentification utilisateur par certificat. Donc, tout à l'heure, on était par CPX, par certificat sur le deuxième mode. Il est véhiculé grâce au champ OU du certificat que vous allez commander auprès de l'ANS. Donc, cette authentification, elle est seulement pour une authentification de personne morale. Pareil ici, véhiculer un finesse géographique et je vous invite à vous rapprocher du guide de commande de certificat de l'ANS sur ce point. Voilà. Sur les outils qui vont être à votre disposition pour développer le téléservice, d'abord une plateforme de test. Alors, le logo n'est pas très beau, un petit souci, qui est proposée donc par le CNDA. Donc vous allez pouvoir, avec des cartes vitales éventuellement de test et des CPS de test, et un numéro d'autorisation de test que va vous fournir le CNDA, appeler un environnement qui implémente les mêmes contrôles que les contrôles de production. Donc, tous les contrôles désir, vous allez pouvoir les retrouver ici. Voilà, on vous met aussi à disposition des codes exemples en Java et des codes exemples en .NET. Ces codes exemples, ils implémentent l'appel par trait d'identité et ils implémentent aussi les deux modes d'authentification dont je vous ai parlé. Donc l'authentification par CPX et l'authentification par TLS Mutual. Voilà. Et vous allez aussi retrouver des flux exemples de requêtes et de réponses type au téléservice. Et enfin, on vous met aussi à disposition des WSDL qui vont vous permettre, si vous ne voulez pas utiliser les codes exemples que nous fournissons, de construire les requêtes et de désérialiser les réponses du téléservice. Ces éléments, ils sont disponibles dans l'espace, dans le package documentaire, qui est disponible sur l'espace industriel. Je vous ai mis une petite copie d'écran ici. Donc c'est dans la partie téléservice INSI, et puis dans le package documentaire, vous avez le package. Vous allez aussi retrouver deux fiches d'information qui sont intéressantes. Donc la PDT1 743 qui va vous donner deux, trois points de vigilance, et puis la fiche d'information du package qui est assez intéressante parce qu'elle va vous relister un petit peu tout ce que je vous ai dit là. Et puis, vous allez aussi pouvoir retrouver des liens vers les guides de commande de certificats notamment. Voilà. Sur toute cette partie, si vous avez des besoins d'assistance, le centre de service est à votre disposition, comme toujours. Voilà. Maintenant, alors, je vais vous présenter spécifiquement les deux objectifs d'utilisation couverts par le téléservice et qui sont décrits dans le guide. Et puis Elsa, elle vous fera un focus plus spécifique sur les cas d'usage. Il y a quelques questions, Mickaël, sur ce que tu as présenté. Tu veux les prendre maintenant ou un peu plus tard? Pourquoi pas. Alors, la première, je vais te la lire, comme ça, tu n'as pas besoin de regarder. Donc, la première, c'est… Ah, mince, il y a une autre question. Donc, prévoyez-vous à terme des échanges en REST, plus ou moins à brève échéance? Non, alors aujourd'hui en REST non, parce que comme Désir, il n'est pas développé pour accepter du REST. Aujourd'hui, on n'est que sur des échanges SOAP, donc il n'y a pas de REST de prévu, même dans un futur. Alors ça peut toujours changer, avec l'ITAM ça peut toujours changer, mais pas de REST de prévu pour le moment. Okay. Alors la deuxième, c'est plus sur le CNDA. Donc on peut faire des tests sur site. Entre parenthèses, j'habite Montpellier, ça m'arrange. Donc j'imagine que c'est pour le CNDA et tu confirmes que oui, c'est possible de le faire sur site et pas forcément à distance. Ouais, tout à fait. Alors contacter le CNDA, je sais qu'avec la crise du Covid, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ils ont l'habitude d'accueillir des éditeurs de logiciels pour faire les tests chez eux. Ok.
Et la dernière, en complément de la question d'Alain, peut-on imaginer utiliser la ICPS en complément d'échange REST dans un court ou moyen terme? Alors la ICPS, c'est pas pour maintenant. Pour l'instant, ça arriverait pas avant fin 2022. Mais bon, c'est pas encore identifié, c'est pas encore, c'est pas encore en phase d'étude du tout, hein. Ok. On sait qu'il y a ce besoin d'offrir de nouveaux moyens d'identification Ouais. électronique. C'est vrai qu'il y a eu un progrès de fait l'année dernière déjà avec la mise à disposition de l'identification ANSI par certificat logiciel. On sait que c'est pas suffisant pour d'autres cas d'usage pour lesquels ProSanté Connect et ICPS seraient tout indiqués. Donc ça fait partie des évolutions qu'on aimerait en tout cas apporter aux téléservices, mais pour l'instant on n'a pas de visibilité sur les échéances auxquelles ça pourrait être pris en compte par la CNAM dans les évolutions du téléservice INSI. Et je vais peut-être prendre la main sur la question Oui. qui a été posée. Et après, je te la relaisse, hein, Mickaël, pour finir. Donc, si un usager arrive dans un établissement et que l'agent administratif souhaite faire la création de dossier, l'agent administratif a-t-il le droit d'utiliser le numéro INS pour lancer une recherche afin de vérifier l'existence ou non dans son récit? Donc, la réponse est oui, c'est même exigé. Dans le cas du guide d'implémentation ou des dossiers Ségur, on demande pour faire la recherche d'antécédents deux choses. Une première possibilité, en tapant dans un premier temps la date de naissance, puis les premiers caractères soit du prénom ou du nom, avec le prénom qui interroge indépendamment le prénom utilisé et le premier prénom de naissance, et pareil pour le nom. Et la deuxième recherche possible, c'est en effet une recherche possible par matricule INS. Voilà, c'était juste pour répondre à la question, et du coup, Mickaël, Oui. je te redonne la main. Ok, Merci merci Benoît. Bruno. Sur l'utilisation de l'INS, d'abord un focus sur l'opération rechercher une INS pardon, avec deux modes d'appel possibles. Le premier qui est un appel de recherche par carte vitale et le second qui est un recherche par trait d'identité, c'est-à-dire en utilisant des données d'identité du patient qui peut provenir par exemple de la base patient de votre logiciel. Sur cette opération, alors sur la recherche par carte vitale, les données en entrée sont les suivantes. Vous allez avoir besoin du NIR de l'individu, de la date de naissance et du rang de naissance. Le nom de naissance du porteur de la carte étant facultatif. Sur la recherche par trait, le nom de naissance, l'un des prénoms de naissance, la date de naissance et le sexe. Le code de lieu de naissance étant lui facultatif. On vous a décrit dans le guide d'intégration un petit process à mettre en place si jamais les premières recherches par trait d'identité ne fonctionnent pas. Alors pourquoi ce petit process? C'est pour pouvoir maximiser les chances de réponse du téléservice. En réponse à ces deux opérations de recherche, un compte rendu. Donc un code de compte rendu 00, 00, 01 ou 02. 00, c'est qu'un résultat unique a été trouvé et vous aurez en plus l'INS complet du patient. Code de compte rendu à 01, c'est qu'aucune INS n'a été trouvée. Et puis un code de compte rendu à 0, c'est que plusieurs INS auront été trouvés. Et là, vous allez devoir affiner votre recherche. Maintenant, sur les opérations de vérification. Là aussi, deux modes d'appel. La première en vérification unitaire et la deuxième en vérification par lot. Donc, en entrée, vous allez avoir les INS que vous voulez vérifier. Et puis, en sortie, vous avez un code de compte rendu qui vous dit si la vérification a été faite avec succès, code de compte rendu 00, et un code de compte rendu à 01 si la vérification a échoué. Voilà, donc pour résumer toute cette partie, vous avez une plateforme d'échange qui est commune à l'ensemble des téléservices intégrés de l'assurance maladie. Pour le téléservice INSI, deux modes d'authentification et deux utilisations qui sont déclinées en 4 opérations. D'un point de vue de l'aide au développement, on vous met à disposition les modèles d'échange. J'insiste là-dessus, bien respecter les données à renseigner.
donc les différentes données d'identification, que ce soit du PS ou de votre logiciel. Et puis différents outils d'aide au développement qui, j'espère, vous seront très utiles. J'ai fini avec ma partie et je laisse la main à Elsa qui va vous présenter les cas d'usage. Oui, alors premier focus sur les cas d'usage relatifs à la récupération de l'INS à partir du téléservice INSI. Donc, Mickaël vous a présenté l'opération de récupération, donc qui peut être lancée soit par carte vitale, soit par insertion de la carte vitale dans le lecteur, soit par saisie des quelques traits nom-naissance, prénom, naissance, date de naissance et sexe. Donc, pour rappel, l'objectif de cette opération, c'est récupérer l'INS d'un usager. Il peut s'agir d'un usager que le professionnel ou l'établissement de santé ne connaît pas encore et auquel cas il va appeler l'INS pour faire une collecte préalable de cette identité. Deuxième possibilité, l'usager il est peut-être connu de la structure, mais il faut mettre à jour son identité pour y intégrer le matricule INS et éventuellement corriger les traits qui avaient été saisis localement pour y mettre les traits exacts tels qu'ils apparaissent à l'état civil. Pour cet appel à l'opération de récupération, petite précision, la récupération, on l'a fait une seule et unique fois. On n'a pas besoin d'aller rappeler l'opération de récupération d'INSI à chaque fois que le patient se présente, par exemple. Donc, à partir du moment où on l'a appelé une fois et que notre identité et que l'identité locale a été mise à jour à partir du téléservice INSI, c'est-à-dire lorsque l'identité est au statut identité qualifiée ou récupérée, on n'a plus besoin de faire l'appel à l'opération de récupération d'INSI, c'est fini. Deuxième précision, l'appel à l'opération de récupération, il est à faire par le logiciel qui gère la base d'identité. Comme je l'ai dit un tout petit peu avant, quand on est par exemple dans un contexte hospitalier, c'est la base d'identité, le référentiel d'identité qui va appeler le téléservice INSI et qui va diffuser l'INS à tous les autres logiciels en aval, le dossier patient, le logiciel de bio, de radio, etc. L'appel à l'opération de récupération d'INSI, il peut se faire dans plusieurs contextes d'usage. On peut imaginer que l'appel au téléservice se fasse en présence du patient, par exemple lorsque celui-ci se rend à l'accueil administratif à l'hôpital ou lorsqu'il est pris en charge par la secrétaire médicale ou par le professionnel de santé en ville. Donc, on peut lancer l'appel INSI au moment où le patient est face à soi, mais on peut aussi imaginer lancer l'appel à INSI en amont de la venue du patient. Par exemple, dans un contexte hospitalier, lorsqu'on gère des préadmissions, on pourrait tout à fait imaginer appeler le téléservice la veille ou l'avant-veille de la venue de l'usager. Autre contexte d'usage, peut-être un peu plus rare, ça va être l'appel à INSI à partir d'informations transmises par un tiers. Par exemple, dans le cadre d'une situation en télémédecine, on pourrait imaginer que celui qui fait l'acte de télémédecine appelle le téléservice INSI sur la base d'une pièce d'identité ou d'un formulaire rempli par un autre professionnel de santé, par le professionnel de santé qui requérant. Si on regarde un peu comment va se dérouler de façon macro l'appel au téléservice d'INSI, donc déjà cet appel, on peut imaginer qu'il soit lancé sur une action de l'utilisateur. Bon, à vous de voir en tant qu'éditeur comment vous le faites d'un point de vue ergonomie, mais on pourrait imaginer un bouton sur lequel la personne clique pour lancer l'appel au téléservice. Mais on peut aussi imaginer des appels beaucoup plus transparents qui se fassent automatiquement sans que l'utilisateur ait à cliquer sur un bouton ou quoi que ce soit. Et on peut l'imaginer d'ailleurs aussi cet appel qu'il soit fait pour un usager ou pour une liste d'usagers. Alors certes, on ne peut pas faire d'opération de récupération en masse, donc vous ne pouvez pas envoyer des lots d'usagers pour lesquels vous appelez le téléservice, mais rien n'empêche de créer quelques listes de travail, par exemple la liste des patients attendus le lendemain, et de demander des appels à INSI pour chacun unitairement de ces individus, notamment pour gérer les préadmissions. Donc on parle de recherche séquentielle dans ce cas-là. Quand le téléservice vous répond, il faut bien tracer tous les allers-retours que vous avez avec le téléservice INSI. Donc, vous devez tracer tous vos appels au téléservice et vous devez tracer le retour d'INSI en vous basant notamment sur les codes retour qu'a évoqué Mickaël juste avant. On vous préconise de systématiquement afficher à l'utilisateur ce que INSI lui a répondu, et en particulier quand il y a des différences entre les données d'INSI et les données qui existent localement dans le système d'information, on vous conseille d'afficher une fenêtre où vous comparez les deux jeux de traits en mettant en évidence avec une couleur, des surlignements ou ce que vous voulez, les éventuelles différences entre les deux jeux d'identité.
Ensuite, une fois que le professionnel a la visu de ce que lui a retourné INSEE par rapport à son identité locale, là aussi plusieurs possibilités pour finalement alimenter les champs de l'identité sur la base du retour d'INSEE. Soit l'utilisateur a une action manuelle pour dire je valide, je rapatrie les traits d'INSEE dans mes champs d'identité. On peut aussi imaginer des automatismes, par exemple que vous puissiez calculer un taux de ressemblance entre les deux identités et que automatiquement les champs relatifs à l'identité soient mis à jour lorsque le seuil de le taux de ressemblance est suffisant et supérieur à un seuil défini par l'utilisateur. Voilà donc quelques pistes en tout cas pour mettre en œuvre l'appel au téléservice INSI sur la partie récupération. Sur la partie vérification, donc là, pour rappel, par rapport à ce qu'a présenté Mickaël, là, l'idée, c'est qu'on a déjà l'INS de l'usager, soit parce qu'on l'avait déjà, nous, dans notre propre base, soit parce qu'on l'a reçu de la part d'un autre professionnel de santé. Et là, il s'agit de vérifier que cet INS est bien conforme avec ce qui existe dans les bases de référence. Et donc là, du coup, on a plusieurs contextes d'usage. Le contexte où on reçoit une donnée de santé de l'extérieur et on veut vérifier que l'INS est correct. Au deuxième contexte d'usage, j'ai l'identité dans ma propre base et je veux vérifier qu'elle est toujours conforme aux bases de référence, sachant que cette vérification de conformité, les textes INS indiquent qu'il faut la faire à horizon, enfin au moins tous les 5 ans. Donc au moins tous les 5 ans, il faudra passer en revue sa base des usagers pour vérifier que les INS sont encore corrects. Alors même chose, si on regarde d'un point de vue un peu séquentiel, comment peut se dérouler l'appel à l'opération de vérification d'INSEE. Alors l'appel, il peut se faire, enfin idéalement, il faut qu'il se fasse automatiquement dès réception d'une donnée de santé pour vérifier que l'INS qu'il contient est correct. Donc là, je suis sur le cas d'usage, réception d'une donnée de santé. Donc là, on imagine des appels automatiques parce que c'est évidemment pas envisageable que l'usager, à chaque fois qu'il y a une donnée de santé qui arrive dans son système d'information, aille lancer manuellement des opérations de vérification. Sur la traçabilité, même chose, il faut tracer tout appel au téléservice et tout retour du téléservice. Et qu'est-ce qu'on fait du retour du téléservice INSI? Alors, si le retour est OK, finalement, on peut intégrer automatiquement la donnée de santé dans le bon dossier et éventuellement aussi mettre à jour sa propre identité dans son référentiel d'identité avec les bons traits relatifs à l'identité. Par contre, si le retour du téléservice est KO, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part sur l'identité de l'usager transmise par le professionnel émetteur, et auquel cas, on interdit l'intégration automatique de la donnée de santé. Si le professionnel veut aller ranger la donnée de santé dans le dossier du patient, il va devoir le faire manuellement ou semi-manuellement, mais en tout cas, on ne pourra pas avoir un automatisme là-dessus. Et si jamais le professionnel veut mettre à jour sa propre identité, quand on a un retour KO du téléservice, il ne pourra pas le faire, enfin, en tout cas, il ne pourra pas le faire pour le matricule INS et l'OID. Deuxième famille d'usage de la vérification, c'est le cas où on vérifie les identités qu'on a déjà dans son propre système. Et donc là, deux possibilités, faire des appels en masse, notamment quand il s'agit de passer en revue toute sa base d'identité. Autre possibilité, c'est de pouvoir le faire de façon un peu unitaire pour certains types d'usagers. Par exemple, les usagers qui ont un matricule INS provisoire, on sait que cette situation va évoluer à plus ou moins court terme. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de pouvoir lancer des appels automatiques unitaires pour ce type d'usagers. Sur la traçabilité, j'y reviens pas, c'est la même chose. Et sur la gestion du retour du téléservice, si vous avez un KO du téléservice sur une identité présente dans votre propre base, il s'agit de rétrograder le statut de cette identité et d'invalider le matricule INS et l'OID associé, puisque ça veut dire qu'entre-temps, l'identité a changé et donc l'INS n'est plus correct. Et par contre, si vous avez un retour OK du téléservice, là, RAS, vous laissez votre identité telle qu'elle. Alors, comme il nous reste un petit quart d'heure, je vous propose de passer tout de suite à la partie bonus Ségur pour vous mettre en évidence peut-être les erreurs, entre guillemets, les plus fréquentes qu'on a vues tout au long de nos travaux sur le Ségur, pour vous éviter de tomber dans les mêmes pièges, entre guillemets. Et on pourra prendre après ce temps-là encore un petit temps pour les questions-réponses. Alors, ce qu'on a souvent vu lors du Ségur, beaucoup de difficultés sur les champs prénoms. On n'est pas complètement surpris parce que c'est vrai que c'est des champs qu'on a fait beaucoup évoluer quand même avec la mise en œuvre de l'INS.
une des erreurs les plus fréquentes, en fait, consiste à alimenter systématiquement le champ premier prénom de naissance par le début de la liste des prénoms, donc par tous les caractères présents avant le premier espace de la liste des prénoms retourné par INSEE, et de verrouiller ensuite ce premier prénom. Sachez que quand INSEE retourne une liste des prénoms, vous avez la possibilité en tant qu'éditeur d'alimenter le champ premier prénom en proposant à l'utilisateur de le renseigner avec le début de la liste des prénoms. Mais par contre, vous ne devez pas verrouiller ce champ. Vous devez permettre à l'utilisateur de réintervenir sur ce champ premier prénom de naissance pour qu'il puisse le modifier. Typiquement, si le téléservice vous retourne un prénom Jean espace Paul, vous pouvez automatiquement alimenter le champ premier prénom avec Jean, mais l'utilisateur doit avoir la possibilité de pouvoir y mettre Jean-Paul, par exemple. Toujours sur le premier prénom, on a quand même vu encore un certain nombre d'éditeurs qui utilisaient la balise appelée prénom retournée par le téléservice INSI pour alimenter le champ premier prénom. Donc, pour rappel, il ne faut pas utiliser cette balise prénom et encore moins pour alimenter le champ premier prénom de naissance, puisque ce n'est pas une donnée officielle qui provient de l'état civil. Troisième point sur lequel on a souvent vu des anomalies, c'est sur la validation manuelle de l'identité. Donc là, c'est une règle relative au statut de l'identité. Donc ce qu'on dit, c'est que en fait, pour faire passer une identité du statut provisoire au statut validé, il faut impérativement que l'utilisateur ait la possibilité de le faire manuellement. Donc il ait une case à cocher, ou un menu déroulant, ou ce que vous voulez en termes d'ergonomie, mais qu'il y a un endroit où manuellement dire je confirme que l'identité elle est à passer au statut validé. Or, un certain nombre d'entre vous proposez des automatismes, et pourquoi pas, mais si vous proposez des automatismes, par exemple un automatisme qui dit qu'à partir du moment où on a scanné la pièce d'identité de l'usager, la carte d'identité de l'usager ou son passeport, automatiquement le statut passe à identité validée, il faut que ces automatismes puissent être désactivables par l'utilisateur ou par le site utilisateur et pour autoriser cette opération manuelle de validation de l'identité. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez un automatisme qui permet de faire passer l'identité du statut provisoire à valider, il faut que cet automatisme puisse être désactivable et que donc la validation puisse se faire de façon manuelle. Également, on a demandé dans nos exigences que la liste des justificatifs à haut degré de confiance soit librement paramétrable par l'utilisateur. Alors, je sais que ça a pu surprendre un certain nombre d'éditeurs qui nous disent que finalement, pour plus de sécurité, il vaudrait mieux figer cette liste au niveau des éditeurs. Néanmoins, nous, on n'est pas à l'abri que le référentiel national d'identité-vigilance puisse à un moment ou à un autre évoluer et intégrer de nouvelles pièces à haut degré de confiance ou au contraire sortir certaines pièces de la liste. Donc, pour éviter que les professionnels, les structures, etc. soient tributaires de mise à jour éditeurs pour faire évoluer cette liste, on a demandé à ce qu'elle puisse être paramétrable par les utilisateurs. Or, certains d'entre vous ont tendance à la figer encore aujourd'hui. Donc, rien ne vous empêche par contre de pré-paramétrer des listes avec les bons justificatifs à haut degré de confiance et de soumettre évidemment l'évolution de cette liste à une habilitation spécifique pour que évidemment, tous les utilisateurs ne puissent pas toucher à cette liste-là au sein d'une structure, par exemple. Autre point sur la traçabilité, j'en ai parlé un tout petit peu avant, on rappelle bien, et là, ce n'est pas INS qui l'impose, encore une fois, c'est plutôt toute la réglementation autour du RGPD, c'est que vous devez bien tracer tous les accès à l'INS, c'est-à-dire tous les utilisateurs qui accèdent au dossier de l'usager qui contient entre autres l'INS, mais aussi d'autres données à caractère personnel relatifs à l'identité de la personne, voire même ses données de santé. Or, on a vu qu'il y a un certain nombre de solutions encore qui ne tracent pas forcément les accès au dossier des usagers. Donc, vous devez à chaque fois être capable de dire que tel utilisateur, tel jour à telle heure, a accédé au dossier de monsieur ou madame un tel. Donc ça, c'est une exigence importante et qu'on vérifie dans le cadre du Ségur. Sur le stockage des pièces d'identité, alors ça, c'est un profil spécifique dans les cahiers des charges Ségur, dans les DSR Ségur. Si votre solution offre la possibilité de scanner des pièces d'identité pour les conserver dans les logiciels,
notamment pour faire des procédures d'identité-vigilance en aval. Vous devez dans ce cas-là candidater avec le profil stockage des pièces d'identité. C'est un profil qui est conditionnel. Vous n'êtes pas obligé de candidater pour ce profil-là, mais si vous le faites, vous devez nous fournir une documentation complète sur les mécanismes de cryptage que vous mettez en œuvre pour protéger les pièces d'identité scannées, et aussi sur les modalités de suppression automatique de ces pièces d'identité, puisque la CNIL nous avait indiqué dans une fiche d'information que si ces pièces étaient scannées et conservées dans les logiciels, elles devaient être supprimées maximum au bout de 5 ans. Donc, il faut que ce mécanisme de suppression soit décrit dans la documentation que vous nous fournissez dans le cadre du Ségur. Pardon. Voilà un petit peu le récapitulatif peut-être des points qu'on a vus le plus fréquemment à aujourd'hui. Cette liste pourra encore continuer évidemment à évoluer. Et je vais regarder avec toi, Benoît, notamment si on a des questions sur lesquelles il faut qu'on revienne. Alors, c'est avant de quasiment clôturer. bon. Je pense qu'il faudra quand même réexpliquer. On avait pas mal de questions là-dessus. Dis-moi. Le processus en vérification quand je reçois une donnée. Alors, peut-être je vais évoquer le premier cas. Tu évoqueras s'il y a un chaos du retour du téléservice INSI. En fait, il y a plusieurs cas. Le cas où le récepteur a déjà une INS dans son système d'information. Alors là, s'il a déjà une INS qualifiée, donc là, il y a besoin de rien faire. Vous pouvez rapprocher automatiquement la donnée de santé si évidemment ça correspond à la même identité patient. Donc, pas besoin de refaire une procédure d'identité-vigilance, pas besoin de faire appel au téléservice de vérification. Si on est chez le récepteur sur une INS récupérée, donc là, il nous manque la procédure d'identité-vigilance et en fait, il faudra que le professionnel qui va réceptionner la donnée de santé fasse une procédure d'identité-vigilance lorsque le patient va se représenter chez lui. Ça, c'est pour le cas classique. Par contre, vous avez le cas aussi, et là, je vais peut-être... pour les nouveaux patients, si le patient n'est pas connu chez le récepteur avec une INS, là, il faudra faire à la fois appel au téléservice INSI, et si la procédure d'identité-vigilance n'a pas été faite chez le récepteur, il faudra la faire également. Si lorsque vous faites, et c'est peut-être là où je vais te laisser la main, Elsa, si jamais le téléservice INSI de vérification vous envoie un KO. Alors là, dans ce cas-là, si vous avez un patient, si vous connaissez déjà le patient dans votre base et que vous êtes certain que la donnée de santé, elle est bien relative à ce patient-là, vous pouvez intégrer la donnée de santé dans le dossier du patient, mais ça, c'est quelque chose qui sera fait manuellement. C'est pas les logiciels qui ira automatiquement intégrer la donnée de santé dans le dossier. Et si c'est un patient qui n'est pas connu chez vous, vous allez du coup devoir créer une fiche pour ce patient dans votre propre logiciel. Donc là, vous pouvez créer la fiche avec le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe que vous a transmis l'émetteur, parce qu'il faut bien faire avec quelque chose. Mais par contre, il ne faudra pas y reporter le matricule INS et l'OID associé que vous aura transmis l'émetteur, puisque de fait, on sait qu'il y a un problème avec cette identité. Alors c'est vrai que ce mécanisme de vérification, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, et ce d'autant plus quand on est dans un contexte hospitalier où celui qui va appeler la vérification, c'est souvent le logiciel peut-être de DPI ou autre qui va recevoir la donnée de santé. Et donc toute la question ensuite, c'est de voir comment est-ce que les identités récoltées au niveau du DPI peuvent ou pas remonter vers le logiciel qui gère la base d'identité, donc le logiciel de référentiel d'identité. Et ça, c'est une procédure qui est plutôt à détailler par les utilisateurs finaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions à laquelle on n'a pas Alors non, après c'était bon. C'est bon? Oui. Très bien, donc j'ai vu, j'en profite, vous retrouverez dans le support qui sera mis en ligne peu de temps après ce webinaire, donc tous les liens dont on a parlé, et entre autres le lien vers les pages Ségur qui vous permettront d'en savoir plus sur les modalités de financement, etc. de vos logiciels. Écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, on vous remercie encore infiniment d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir posé toutes vos questions dans le chat. C'est ce qui rend le webinaire plus intéressant
c'est pouvoir répondre à vos questions en direct. Donc, merci d'avoir participé. Merci aux animateurs, Michael et Benoît. Et puis, pour toute question, comme l'a dit Michael en début de présentation, vous avez un point de contact unique et qu'on vous invite vraiment à solliciter si vous avez besoin d'aide sur la mise en œuvre de l'INS. Et merci à toi, Elsa. Merci, très bonne journée à tous. Merci à tous, bonne journée. Bonne Au journée. revoir, Anne.